Alors, je voudrais d'abord souligner ce que n'est pas la francophonie. La francophonie n'est pas un héritage des croisés. Nonobstant la lettre bien connue de Saint Louis à ses sujets de l'Orient, dont quelques esprits éclairés ont attiré mon attention sur le fait que c'était un faux. Voilà. Mais voilà, ce n'est pas un héritage des croisades et on n'est pas dans l'état d'esprit des croisades. On n'est pas non plus dans l'état d'esprit de François Ier, le roi de France, pas le pape, qui, prenant pied au Levant, s'est autoproclamé protecteur des chrétiens, ce qui a suscité une réaction vigoureuse de l'empereur du Russie, le César du Russie, c'est-à-dire le tsar, qui lui a dit « Ah mais non, le protecteur des orthodoxes, c'est moi », a-t-il dit. Tout ça est autoproclamé. Nous ne sommes pas dans le prolongement de François Ier. Nous ne sommes pas non plus dans le prolongement du général Bonaparte venant en Égypte, pas plus que des mandats de la France avec la Société des Nations. Tout ça est très gentil, ça fait partie de notre histoire, nous le savons bien, nous l'assumons, mais ce n'est pas cela la francophonie. La francophonie est tournée vers le présent et vers l'avenir. Soyons clairs, évidemment, il y a une présence de l'anglais. L'anglais est une langue dominante, est une langue de puissance dominante, est une langue des marchés financiers. Et bien sûr, il y a l'arabe, cela va de soi. L'enjeu de la francophonie est de ne pas laisser l'arabe et l'anglais face à face. Faut-il souligner l'importance des chrétiens du Proche-Orient dans le renouveau de la langue arabe et que les premières imprimeries en arabe ont été montées par des chrétiens. Et le renouveau de la culture arabe a souvent été le fait des chrétiens. Donc la francophonie n'est pas dans une sorte de bras de fer avec la langue arabe. Ce serait tout à fait absurde. Et nous souhaitons bien, évidemment, que tous les enfants qui fréquentent les écoles au Moyen-Orient connaissent l'arabe et le connaissent bien. Mais bien sûr, ils apprendront sans doute l'anglais d'une manière ou d'une autre. L'importance du français, c'est d'éviter qu'il y ait une langue unique de ce qu'on appelle la mondialisation et qu'il faut le dire, et bien souvent une américanisation. Voilà. Une américanisation, une mondialisation qui ne fait pas toujours dans la référence et dans le respect des cultures locales des différents peuples, provoquant d'ailleurs en bonne part des réactions violentes contre cette mondialisation vécue comme une agression. Lorsque nous avons interrogé les chefs d'établissement de l'enseignement catholique en Orient, en leur demandant pourquoi, contre vents et marées, ils ou elles voulaient s'accrocher au français. Et donc, on nous a dit on veut s'accrocher au français parce que le français nous aide à véhiculer des valeurs. Et moi, je pensais que c'était les valeurs de l'Évangile, le pardon, etc. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir notamment des religieuses me dire ces valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité, auxquelles on peut ajouter laïcité, pas forcément la laïcité à la française, mais un souci de laïcité, c'est-à-dire un souci de pleine citoyenneté pour tous. Et donc, c'est bien cela que nous voulons promouvoir. En ce sens, le français, comme une langue d'appui, comme une culture d'appui, peut vraiment être un plus, apporter quelque chose aux différentes sociétés du Moyen-Orient, en étant au service des sociétés du Moyen-Orient. C'est ainsi que s'est exprimé le président de la République française dans le message qu'il nous a fait parvenir à l'occasion du 3e colloque sur la francophonie que nous avons fait. Il disait notamment « L'amitié de la France avec les communautés chrétiennes d'Orient s'est notamment exprimée par le soutien à l'œuvre admirable entreprise par les congrégations catholiques au service des populations de la région en matière d'éducation, de santé et de soins aux plus pauvres. » Voilà. Et il y avait donc un désir fort du président Macron que cette action se poursuive. Mais je pourrais aussi relever les propos du président Aoun hier, qui, à l'occasion de la journée de la francophonie, soulignait que la francophonie est enracinée au Liban depuis des siècles, reste solidement établie dans notre présent et le restera dans un avenir prometteur.
C'est donc bien dans le présent et dans l'avenir que nous croyons qu'il est un plus pour les jeunes élèves du Moyen-Orient, chrétiens ou non, de connaître la culture française et la langue française. Nous en avons la conviction à chaque fois que nous visitons l'un ou l'autre des nombreux établissements scolaires que nous avons la joie de rencontrer en Orient. Je reviens de Syrie et j'ai été très impressionné par les établissements scolaires, notamment celui animé par les Sœurs de la Charité de Besançon, mais aussi par d'autres congrégations. Ce sont des établissements pleins de vie, pleins de dynamisme et pleins d'espérance, que ce soit à Damas ou que ce soit à Alep notamment. Voilà, je m'arrête là. Je rends la parole à Armelle. Merci Monseigneur. Sœur Myrna, c'est à vous. Bonsoir. Je suis heureuse et en même temps émue d'être parmi vous. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'œuvre d'Orient en la personne de Monseigneur Gollnisch pour son invitation et aussi pour sa lutte inlassable auprès et avec les chrétiens d'Orient. J'aimerais bien me présenter en tant que Libanaise francophone les termes de Charles Melik. Il dit « Nous sommes d'Orient, du Mashrik arabe, et nous sommes francophones, parce que nous croyons à l'harmonieuse synthèse de la culture française et de la culture arabe. Nous sommes francophones parce que nous aimons le Liban, un Liban pluraliste, inséré dans le monde arabe et ouvert à tous les horizons. Nous sommes francophones parce que nous croyons que le français est la langue de la liberté et aussi parce que nous voulons affirmer, grâce à la francophonie, notre droit à la différence. Ceci étant dit, je voudrais bien vous dire que tout au Liban se conjugue au pluriel, même notre identité. 4 langues se côtoient quotidiennement dans le milieu du travail, à savoir l'arabe, le français, l'anglais et l'arménien, dans la communauté arménienne qui compte à peu près 100 000 Arméniens. Et pourtant, avec ces 4 langues, nous parlons le dialecte libanais. Alors, je vais vous présenter un peu l'établissement que je dirige. Donc, c'est l'établissement Sainte-Anne de Besançon. Vous voyez, notre nom aussi, on porte un nom français, puisque notre congrégation est née à Besançon, de Beyrouth. Il est situé au cœur de Beyrouth, au centre-ville. Il a 2 particularités. La première, c'est qu'il a formé l'élite féminine libanaise depuis déjà un siècle. Deuxièmement, c'est un établissement catholique qui accueille une majorité musulmane à 92%, toutes confessions confondues, à savoir chiites ou sunnites ou alaouites ou druzes. Et puis, c'est un établissement francophone inséré dans un milieu commercial, banquier, plutôt anglophone. Notre mission, bon, je vous laisse la découvrir. Je parle un peu du profil de l'élève que nous désirons former. On insiste énormément sur l'ouverture. Donc, d'abord, c'est un jeune qu'on veut attacher et ancrer dans sa culture orientale et en même temps ouvert à la culture occidentale, trilingue, tolérant, capable de s'engager au service de la société et de l'homme. Je vais passer rapidement sur quelques opportunités et puis je m'arrête sur les défis et quelques propositions pour l'avenir. Opportunités pour la francophonie. Contrairement à d'autres pays francophones, le français n'a pas une connotation péjorative au Liban, comme dans d'autres pays où il y avait la colonisation ou bien d'autres mandats. Au contraire, même, je dirais, il y a une relation sentimentale qui lie les Libanais aux Français. Deuxièmement, il n'est pas lié à une confession religieuse, bien que, au début, c'était plutôt les chrétiens du Mont-Liban qui le parlaient. J'insiste un peu sur l'attachement particulier des congrégations religieuses à la langue française, spécifiquement les congrégations qui sont nées sur le sol français. Et peut-être le Père Dakash pourrait attester de ce que je dis. Ces congrégations n'ont pas doublé encore
leur établissement par une section anglaise. Donc, elles sont réellement bien attachées à la francophonie. Il y a deux éléments, mais je pense que M. Personnaz les développera. C'est la présence et l'action de l'Institut français au Liban, ainsi que la politique actuelle de la France au Liban. J'en passe. Bien. Est-ce que ces opportunités sont-elles suffisantes pour que la francophonie ne parte pas pied? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, j'ose dire non, ça ne suffit pas. Nous avons plusieurs défis. Je vais citer plusieurs, mais je m'arrête sur un défi majeur, qui est celui de l'expansionnisme de l'anglais, comme vient de dire Monseigneur Kolnisch. Dans notre établissement, nous sommes partis de deux constats. Le premier est le suivant. Lorsque les élèves passent au collège, parce que vous savez, au Liban, tous les cycles sont sur le même campus. Donc, lorsque les élèves passent au collège et qu'ils ont la liberté de choisir les livres à lire, on a remarqué, selon nos statistiques, que 76% de ces élèves choisissent des livres en anglais, contre 21% qui choisissent des livres en français et le reste, 3% à peu près, des livres en arabe. Deuxième constat, les élèves de terminale, donc de S3, vont dans des filières anglophones à 29%. Ce sont les statistiques de l'année dernière. Alors, nous avons réalisé un sondage auprès de nos élèves pour voir quelle était leur représentation de l'anglais. Voilà ce que nous avons trouvé. C'est une langue cool qui nous parle, une langue attractive, c'est la langue de l'Internet, de la technologie moderne, des moyens de communication, de la mondialisation. C'est une langue facile à apprendre et à parler. On fait moins de fautes lorsqu'on parle français, même avec un anglais rudimentaire, on peut se faire comprendre facilement. Surtout que le français maintenant est considéré comme la langue des salons. Et c'est lié plutôt à l'aspect féminin. Je dirais que aussi notre environnement linguistique médiatique devient de plus en plus anglophone. Et un autre défi, c'est que le marché du travail, surtout dans les pays du Golfe, exige l'anglais, ce qui pousse nos jeunes à se spécialiser dans des filières anglophones. Deuxième défi récent, c'est la réforme du bac français, qui va entrer en acte, je pense, en septembre 2019. Avec cette réforme, la divergence entre le bac libanais et le bac français devient plus grande. Nous avons calculé en nombre d'heures. Tout élève qui doit passer le double bac devrait faire 48 heures d'enseignement par semaine, ce qui est énorme pour un élève. Deuxièmement, le coût financier devient plus élevé. Il y a des difficultés d'ordre logistique, on a besoin de plus de salles de classe. Il y a une incompatibilité éventuelle avec les débouchés universitaires qui sont habitués à prendre, par exemple, les S vont dans telle filière, les H dans telle filière, etc. Et il y a des rumeurs qui circulent et qui stipulent le suivant, que le ministère de l'Éducation s'oriente vers l'annulation de l'équivalence. Voilà donc un deuxième défi qui profile dans notre horizon. D'autres défis, c'est le basculement vers les universités anglophones. D'après un sondage publié par l'Université américaine de Beyrouth, on découvre que 45% de ces étudiants proviennent des filières, des établissements plutôt francophones. Chose jamais annoncée ou dite dans les universités francophones. C'est-à-dire le mouvement se fait dans un seul sens. Et peut-être aussi le recteur de l'USJ pourrait nous informer un peu plus. Il y a un manque de vecteurs médiatiques de la langue française. On a maintenant seulement un seul journal, Français Lorient le Jour, une seule radio, peu de chaînes télévisées à part les chaînes câblées, etc. Il y a l'écolage, le coût exorbitant d'ailleurs de l'éducation au Liban. Surtout après la loi 46, et je pense que M. Personnaz aussi en parlera, moi je vais seulement présenter deux conséquences rapidement. L'écolage d'un élève libanais coûte moyennement $4 000. Il coûte plus dans d'autres établissements aussi privés.
Ce qui fait que de plus en plus, on assiste à une perte de la population défavorisée. Donc l'enseignement, peut-être, à la longue, va être seulement pour la classe aisée. Et deuxièmement, la restriction du budget des établissements réduit certainement l'investissement culturel et linguistique. Donc on fait plus venir des enseignants de France, etc. On a un défi majeur dans les établissements catholiques, c'est celui de trouver des enseignants croyants, engagés, qualifiés dans leur discipline et francophones. Donc, dites-moi où on peut trouver ces 4 critères. Et dernièrement, un défi nouveau qui apparaît, ce que nous avons de plus en plus des parents pas arabophones, mais anglo-arabophones. Donc, l'enfant vit déjà dans un milieu là où il y a 2 langues, mais c'est l'arabe et l'anglais. Et il doit passer au français. Selon les chiffres du CRDP publiés en 2018, nous constatons qu'il y a une forte concurrence. Dans l'espace de 10 ans, le système français a perdu à peu près 10% de ses élèves. Ce qui fait que maintenant, nous sommes presque à 50% entre les écoles anglophones et les écoles francophones. Bon. Combien de temps il me reste? Ça va, d'accord. Alors, quel avenir pour les écoles francophones au Liban? Donc, pour aller plus loin, il faudrait réfléchir un peu sérieusement sur notre avenir. Je dirais même d'une façon très urgente. Le français perd du terrain, comme on vient de dire. On ne peut pas continuer ainsi. Alors, d'après nos statistiques, je parle maintenant de notre établissement de Besançon-Beyrouth. Nous sommes en train de remarquer qu'il y a un mouvement, mais vraiment minime, mais quand même qui existe, un retour des familles anglo-arabophones vers le système français. Pour l'année 2018, le taux était à 12,6. Alors, on a questionné ces familles, pourquoi elles ont rechoisi le système francophone. À notre surprise, ils n'ont pas répondu qu'ils ont choisi notre établissement pour la langue française. Non, on ne le fait pas. Mais on le fait parce qu'il y a une excellence académique, c'est parce qu'il y a une formation humaine de valeurs et autour des valeurs dont a parlé Monseigneur Gollnisch, et parce que, ils le disent, l'apprentissage des langues est beaucoup plus facile lorsqu'on connaît le français et qu'on passe à l'anglais, et pas vice-versa. Donc tout ceci, uniquement pour vous dire que le français n'est pas très attractif, mais la qualité de l'enseignement des établissements francophones le sont. Je me permets d'avancer quelques propositions pour soutenir les institutions francophones catholiques au Liban. Et ce que j'avance ici n'est pas un travail purement intellectuel, nous sommes partis réellement des besoins et je voudrais bien les mettre entre vos mains. D'abord, si c'est possible, favoriser les échanges interculturels. À titre d'exemple, les séjours linguistiques pour les élèves. Mutualiser des expériences entre enseignants, chercheurs en éducation, entre la France et le Liban. Favoriser les partenariats interscolaires et au niveau national et international. Pourquoi ne pas penser à insérer des volontaires français dans les établissements libanais, cela se fait, mais aussi le mouvement contraire, c'est-à-dire permettre à des jeunes Libanais, surtout étudiants qui se préparent à devenir enseignants, à s'insérer dans des établissements francophones, plutôt français en France. Ça lui permet de découvrir la culture française et de maîtriser, ou bien au moins de pratiquer le français. L'octroi des bourses pour les étudiants en littérature française et en DNL afin de se spécialiser en France et également de pratiquer le français. Pourquoi ne pas penser à des bourses de citoyenneté à l'intention des étudiants francophones afin de les encourager à s'engager dans des causes humanitaires? Vous savez que la francophonie est liée aux valeurs, comme on vient d'entendre.
Pourquoi ne pas investir dans la formation des futurs cadres? Cadre, lorsque je dis cadre, c'est directeur responsable, surtout les laïcs, sachant que la formation des décideurs au Liban est très coûteuse, à peu près $20 000, c'est-à-dire 18 000 euros. Pourquoi ne pas soutenir financièrement les écoles catholiques insérées dans les zones les plus défavorisées, frontalières? Et pourquoi ne pas soutenir moralement et financièrement le SGEC au Liban? Surtout le centre de formation. Excusez-moi ma sœur, le secrétariat de l'enseignement catholique général. Bien. Alors, je vais essayer de clôturer, je vois que je n'ai plus le temps. L'éclipse de la francophonie au Liban déstabilisera certainement l'identité culturelle libanaise ou bien la culture arabo-francophonie, comme se plaît à la nommer un spécialiste libanais. C'est-à-dire, si on perd le français, on perd une partie de notre identité. Et ça, c'est très déstabilisant pour nous. Le trilinguisme est bien installé au Liban. Ce n'est pas quelque chose de factuel, c'est réel. Et année après année, on voit combien on perd du terrain, comme je viens de dire. Donc, comment travailler dans un milieu trilingue? Comment garder le niveau de la langue française? Troisième élément auquel on doit faire très attention, c'est que les chiffres ne sont pas des bons indicateurs. On se plaît à des moments à dire « nous avons autant d'enfants scolarisés dans le système francophone ». Mais élève francophone ne veut pas dire nécessairement élève francophile. Et on vient de dire, comme je viens de vous montrer, il y a plein d'élèves qui sont dans des institutions francophones, mais qui virent vers l'anglais très facilement, de par leur choix de lecture, de par leur choix de filière au niveau universitaire, ou bien professionnel au monde du travail. D'où la nécessité d'une forte mobilisation pour soutenir les institutions francophones au Moyen-Orient, afin d'éviter, et là j'emprunte aussi le titre d'un livre récemment publié de Amin Maalouf, « Le naufrage d'une civilisation ». Je clôture. Francophonie ou bien francopolyphonie. Notre système scolaire est fondamentalement trilingue. On ne cherche pas la suprématie de la langue française, mais on voudrait lui donner son domaine propre. La nouvelle francophonie est appelée à jouer un rôle particulier dans le monde d'aujourd'hui, dans la mesure où elle est le contraire d'une culture hégémonique. Elle se voudrait complémentaire d'un multilinguisme d'autant plus impératif dans un monde devenu un village planétaire. Les langues ne sauraient être envisagées dans une perspective de conflit. Elles ne rivalisent pas entre elles. Elles ne s'excluent pas. Chacune possède un domaine propre et joue un rôle particulier et irremplaçable. Merci. Merci ma sœur pour ce bel exposé. Merci également, on a tous appris un nouveau mot avec francopolyphonie. Merci aussi pour vos pistes et tout ce que vous mettez déjà en place dans votre établissement pour ça. Michel Petit, c'est à vous. Merci Armelle. Monseigneur Gollnisch vous a rappelé tout à l'heure quels étaient les enjeux de la francophonie et de l'enseignement catholique au Moyen-Orient. Sœur Myrna vient de vous décrire, à travers son expérience concrète, les défis auxquels était confronté l'enseignement catholique. Charles, tout à l'heure, va vous dessiner les perspectives et les plans d'action que nous préconisons. Moi, il me revient de vous dire un mot de l'action de l'œuvre d'Orient en ce qui concerne le soutien aux établissements catholiques et à la francophonie. Je ne reviens pas sur ce que disait Monseigneur Gollnisch tout à l'heure, sur le fait que nous avons découvert, lors de notre premier colloque en 2014, l'attachement absolument viscéral, je dirais presque, des responsables de l'enseignement catholique à la langue française. Je rappelle le mot d'une supérieure générale de congrégation libanaise
qui me disaient « nous sommes les blindés de la francophonie ». C'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, et sœur Mina l'a rappelé tout à l'heure. Ce premier colloque donc, de 2014 nous a permis de faire un état des lieux. Nous avons réuni à Paris toutes les principales congrégations religieuses et les secrétariats généraux d'enseignement catholique d'Égypte, de Terre Sainte, d'Israël, Palestine, de Jordanie, du Liban, et ils nous ont fait part de la situation. Et à partir de ce constat, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. On a donc organisé un deuxième colloque en 2016 qui avait pour objectif, je dirais, de sensibiliser, de mobiliser tous les acteurs institutionnels qui sont censés être des acteurs travaillant pour le compte de la francophonie. Et à notre grand dépit, on n'a pas eu beaucoup de succès. On a eu un mal considérable à ce qu'un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie intervienne. Le Quai d'Orsay les services concernés, la direction de la mondialisation du Quai d'Orsay, qui a l'autorité sur cette question de la langue française, avait accepté de nous envoyer un participant qui, 2 jours avant le colloque, m'a appelé pour me dire finalement je ne viens pas et je n'interviendrai pas. Donc on a eu un très grand désarroi en se disant finalement ça ne les intéresse pas. Pour autant, ce colloque nous a permis de bien identifier les thèmes, si vous voulez, sur lesquels les enjeux qui étaient ceux de l'enseignement. Et par conséquent, c'est sur la base de ce deuxième colloque que l'on a organisé le 3e à Beyrouth. Et là, on peut dire qu'on a eu un résultat intéressant, à la fois par le nombre de participants, puisqu'il y avait à peu près 800 personnes à la séance inaugurale à Beyrouth, avec des représentants de toutes les institutions. Et on a perçu un très grand intérêt de la part de tout le monde universitaire, du monde scolaire, des enseignants, des établissements, et puis des institutions qui, sur le terrain, sont au contact des écoles. Je parle de l'Institut français, je parle de l'AEFE, je parle de l'AUF, qui sont, eux, au contact direct des écoles et qui ont envie de faire des choses. Malheureusement, ils n'ont pas de moyens considérables. Pour vous donner un exemple, au Liban, il y a une quinzaine d'années, il y avait 19 coopérants pour l'accompagnement des établissements et la formation des professeurs. Il y a 3 coopérants aujourd'hui pour tout le Liban, alors que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a plus de 6000 professeurs de français au Liban. Donc, quels sont les moyens qui sont disponibles, quels sont les moyens qu'on leur met en face de ça. Parce qu'un des enjeux majeurs qui est apparu dans ces différents échanges que nous avons pu avoir, et des travaux extrêmement sérieux qui ont eu lieu lors de ce 3e colloque auquel ont participé donc, toutes les institutions concernées, le premier enjeu, c'est la formation des professeurs. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Il y a une baisse du niveau moyen des professeurs, une non-maîtrise de la langue, des professeurs qui n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer la langue française ailleurs que dans le cadre de l'école ou de l'université, qui n'ont jamais mis les pieds en France, qui n'ont jamais vécu dans un milieu véritablement francophone. Le deuxième grand sujet, c'est les nouvelles méthodes pédagogiques. Et donc, là aussi, il y a énormément de choses à faire. Et puis, le 3e grand défi, c'est le défi financier. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Défi financier provoqué à la fois par la législation, par la réglementation, notamment au Liban, mais aussi en Égypte. Et puis, le fait que les familles n'ont plus les moyens, la crise économique fait que les familles n'ont plus les moyens de faire face au coût de la scolarité.
Donc, face à cette situation, face aux conclusions de ce travail extrêmement sérieux, extrêmement approfondi, un plan d'action a été présenté. Et c'est sur la base de ça qu'aujourd'hui, on essaie de travailler pour faire avancer les choses en coopération avec le secrétariat général de l'enseignement catholique de France, avec une institution comme le réseau Barnabé, par exemple, qui est une organisation qui aide à favoriser les échanges entre les écoles de Terre Sainte avec les écoles de l'enseignement catholique en France. Eh bien, c'est un modèle sur lequel on veut développer des choses avec les autres pays de la région. Et puis, nous nous mobilisons auprès des pouvoirs publics, auprès des institutions internationales. Nous avons été agréés par l'Organisation internationale de la francophonie, l'Œuvre d'Orient, comme organisation internationale non gouvernementale agrémentée par l'OIF, et nous commençons à établir des coopérations avec eux. Et nous avons un projet notamment de mission d'études de l'IFEF, l'Institut francophone pour l'éducation et la formation, qui est une émanation de l'OIF, qui devrait pouvoir intervenir dans les mois qui viennent pour étudier les besoins en matière de formation des professeurs en Égypte et au Liban. Bon, je ne vais pas développer plus avant l'ensemble des actions que nous menons, mais il est certain que le rôle l'influence que l'Œuvre d'Orient a pu acquérir dans ce domaine fait que nous sommes aujourd'hui personnes crédibles aux yeux de toutes les institutions concernées, et c'est dans ce sens que l'Œuvre d'Orient poursuit son action, à la fois à l'égard des autorités politiques françaises, que ce soit le gouvernement, les assemblées parlementaires, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, au niveau de l'UNESCO également, que nous prévoyons de mobiliser dans ce combat que l'on va mener. L'acquis principal, je dirais, qui a été obtenu, notamment à l'occasion du dernier colloque, c'est le fait que tous les acteurs sont conscients de cet enjeu, tous les acteurs ont décidé de travailler ensemble, et ce n'est pas le moindre des succès que de faire travailler ensemble des institutions chrétiennes, catholiques, dans un pays comme le Liban, où elles n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. Et je crois que ce que disait tout à l'heure la sœur Myrna, parmi les propositions, et c'est l'intérêt du travail interscolaire, de mettre en commun toutes les actions que chacun des établissements, chacune des congrégations et chacun des pays, puisque chaque pays a ses propres pratiques, mettre tout ça en commun pour essayer d'avancer dans l'objectif d'une meilleure prise en compte du besoin en matière de francophonie. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Alors, fort de ces constats, Charles Personnat, quel est cet état des lieux? Comment est né votre projet de rapport et quelles sont les conclusions? Pas vraiment un projet, puisqu'on m'a confié ce rapport en juin dernier. Le président de la République m'a donné une lettre de mission qui faisait suite à plusieurs orientations par lui données. La première, ici à l'Institut Monde Arabe, lors de l'inauguration de l'exposition Chrétiens d'Orient, où le président de la République avait rappelé l'attachement de la France à ses communautés chrétiennes et à ce qu'elles représentent au Moyen-Orient. Deuxième axe fort sur lequel s'appuyait ce rapport, la volonté de relance de la francophonie voulue par le président de la République et affirmée à l'Institut de France. Et puis, troisième axe, je dirais, l'idée est reprise par le président de la République à beaucoup de reprises, l'idée que l'éducation est le socle de la stabilité et de la paix, et que ça vaut pour toutes les régions du monde, mais que ça vaut certainement en particulier pour le Moyen-Orient.
Moi, je suis parti pour vous expliquer un peu la manière dont j'ai travaillé. J'avais 3 mois pour rendre ce rapport que j'ai rendu le 31 octobre, que j'ai remis officiellement au président de la République tout début du mois de janvier, donc un temps extrêmement court. Donc, il fallait que je m'appuie sur ceux qui savent. En premier lieu, l'ensemble des acteurs français qui travaillent dans le domaine, qu'ils soient publics ou privés. Et puis, surtout, ce qui avait été amassé au cours des dernières années. Et évidemment, les 3 colloques dont parlait Michel Petit de la Perrelle à l'instant ont été une base de travail essentielle. Le paradoxe premier que j'ai vu, c'était à la fois l'importance considérable de ce réseau éducatif au Moyen-Orient, considérable puisqu'on dit qu'il le concerne 400 000 élèves en langue française ou apprenant le français. 400 000 élèves, alors que quand on en parle à Paris, eh bien, finalement, il y a une grande méconnaissance de ce réseau. Les gens le savent dans les ministères qu'il existe, mais n'imaginent pas l'importance qu'il a. Un tel a été au Liban et a vu certaines des écoles, un tel a été en Égypte et a vu certaines écoles, mais il est difficile de trouver quelqu'un qui ait une vision globale dans l'administration française de ce réseau, ce qui est assez particulier parce que finalement, ce réseau est soutenu depuis près d'un siècle par le Quai d'Orsay, par des subventions directes jusque dans les années 90 à peu près, et par un certain nombre d'aides. Et c'est un peu curieux, ça tient peut-être au fait qu'il n'est pas représenté de manière unifiée à Paris, comme peut l'être la mission laïque française, le concurrent historique, je dirais, de ce réseau. Donc, paradoxe entre l'importance considérable de ce réseau et puis, d'autre part, une certaine méconnaissance qui tient sans doute aussi au contexte français. Et puis, le deuxième point fort de cette mission, c'est l'urgence. La question de l'urgence, qui est le thème de cette soirée. Urgence pour l'enseignement chrétien dans cette région, avec tous les défis qui ont été évoqués, le défi de l'anglais, le défi de la formation des professeurs, le défi de l'environnement francophone, mais urgence aussi pour la France, parce que si demain, ces écoles abandonnent la francophonie parce que les familles iront vers l'anglais, ce qui est en cause réellement, c'est au-delà de la question éducative, c'est le lien que la France entretient avec l'ensemble de ces pays. Et dans ces écoles, il faut bien s'en rendre compte, sont formés l'essentiel des personnes qui font le lien entre les 2 rives de la Méditerranée, entre le Moyen-Orient et nous. Imaginons que demain, ce réseau s'étiole, voire disparaisse. Le lien entre la France et les pays de la région, si riches, deviendra le lien que n'importe quel État du monde entretient avec cette rive de la Méditerranée, alors même que nous le savons, la Méditerranée est un lac que nous partageons et que nous avons un certain nombre de défis communs à affronter, et quelle meilleure manière de l'affronter que d'avoir des gens qui sont formés dans une culture partagée. Donc on dépasse de loin avec cette question la question purement éducative, mais il s'agit bien d'une question politique, éminemment politique, et je pense que le président de la République, s'il s'en est saisi, pardonnez-moi, est bien conscient de cet aspect-là des choses. Alors, comme je vous le disais, une certaine méconnaissance en France, c'est pour ça que j'ai voulu assez simplement rappeler dans ce rapport, faire un état des lieux en m'appuyant sur ce qui avait été fait par ailleurs, en essayant de rencontrer les différents acteurs, en rappelant d'abord, puisque la question m'a été beaucoup posée, en France, comment est-ce que la France peut s'intéresser à cette question alors qu'il y a la laïcité? Alors, si on regarde les principes d'éducation qui sont ceux promus dans les écoles en question, dont on parle, c'est quoi? C'est l'attachement à la langue française comme langue porteuse d'ouverture vers le monde et langue de l'esprit critique, le développement de cet esprit critique dans un contexte où l'on sait qu'il est quand même extrêmement important. On m'a beaucoup parlé des principes, comme le disait Monseigneur Gollnisch, des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, le sens de la responsabilité sociale, vous en parliez ma sœur, la neutralité religieuse, il faut avoir à l'esprit que ces établissements accueillent tout le monde,
60% en moyenne d'élèves musulmans, et parfois dans des proportions, vous le rappeliez aussi, bien plus importantes. La promotion de la femme et de l'éducation des filles depuis les origines de ces écoles, et l'attention aux plus faibles qui se traduit par des sections ouvertes pour les enfants handicapés, alors que dans un certain nombre de pays, elles n'existaient pas. Donc, la réponse à cette question de la laïcité, elle vient très naturellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entend une laïcité qui ne soit pas anti-religieuse, mais qui accueille, qui soit finalement un principe qui manifeste l'accueil de tous, eh bien ces écoles rentrent pleinement dans ce principe. Mais je crois qu'il fallait le rappeler, et c'est ce que j'ai essayé de faire. La deuxième chose que j'ai essayé de faire, c'est de décrire ce réseau des écoles, réseau foisonnant, qui est en fait un réseau de réseaux forgé par l'histoire de chacune des congrégations, dont beaucoup sont d'origine française, et en essayant de détailler ce réseau à la fois géographiquement, avec ces deux pôles majeurs, évidemment, que sont au premier chef le Liban, d'une part, et au deuxième chef l'Égypte, mais en ayant garde de ne pas oublier que cette francophonie s'étend à l'ensemble du Moyen-Orient et qu'elle concerne aussi des pays qui sont moins directement ou qui ont moins directement cette culture francophone en partage. Je pense à la Palestine, je pense à la Jordanie, je pense à l'Irak, je pense à la Syrie qui est dans une situation très intermédiaire parce qu'il y a une tradition francophone extrêmement forte. Je pense aussi à la Turquie et à ses établissements. Pour montrer aussi que ce réseau, il s'organise en plusieurs cercles concentriques, des écoles qui sont très intégrées au système français, qui sont des écoles qui prennent le programme français, comme on en trouve au Liban, surtout un petit peu en Égypte, des écoles bilingues, qui enseignent en français, mais selon les programmes locaux. Et puis, tout un réseau d'écoles, sans doute moins connues des services français, qui enseignent le français dans des régions où, traditionnellement, le français n'est pas forcément la langue majoritaire. Je pense, par exemple, à la Jordanie, où un remarquable travail est fait par les écoles. Toutes ces écoles sont véritablement des sentinelles avancées de la francophonie, mais qui sont menacés par un certain nombre de facteurs. J'emploie le mot menace avec force parce qu'il s'agit bien de ça, et une menace rapprochée. Elles le sont pour des raisons, je dirais, d'ordre politique. Au Liban, vous avez cité ma sœur, la loi 46, qui est une loi qui a été votée dans un contexte de pression des syndicats enseignants et qui a eu comme résultat d'augmenter très largement les charges salariales des écoles. Quand je dis très largement, c'est de 45%, à peu près, si mes chiffres sont bons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans ces conditions, seuls les établissements les plus solides, les plus riches, vont pouvoir à terme subsister. Cela veut dire que toute une francophonie en dehors des grandes villes est aujourd'hui directement menacée. Et lorsque l'on dit cela, ça veut dire que non seulement les écoles sont menacées, mais les classes moyennes, chrétiennes et musulmanes, parfois principalement musulmanes, quand on est à Baalbek ou Nabatillé, eh bien, n'auront d'autre choix, si elles veulent donner une éducation correcte à leurs enfants, que de chercher d'autres établissements, soit à Beyrouth, mais la vie est chère et c'est compliqué, soit, il faut bien le dire, de prendre le chemin de l'exil. Donc au-delà de la question éducative, se joue quelque chose de fondamental, qui est la question de la persistance même de ce réseau éducatif et de la persistance des populations qui lui confient ses élèves. Leurs enfants, pardon. Le deuxième lieu où se pose un certain nombre de questions politiques, c'est l'Égypte, où plusieurs décrets pris en septembre 2018 ont vocation à remettre en cause les écoles bilingues, qui sont traditionnellement les écoles où se forme l'élite égyptienne, qu'il s'agisse du Caire ou d'Alexandrie, et qui forment finalement le socle de la relation entre la France
et l'Égypte. C'est une inquiétude que tous ces établissements partagent en Égypte. Ils ont d'ailleurs fait des recours devant le tribunal administratif, selon un système qui est assez proche de celui de la France, contre ces décrets. Et le président Macron s'en est entretenu avec le président Sisi lors de son voyage en Égypte, parce qu'il s'agit évidemment d'une question intérieure égyptienne, mais dans la grande coopération que nous entretenons avec un pays comme l'Égypte, nous sommes en droit de dire à l'Égypte, prenez soin de ces écoles, qui sont le socle de notre coopération future. Prenez soin de ces écoles parce que ce sont elles qui forment les élites qui demain seront les passeurs entre nos deux pays. Donc là se joue aussi un point politique important. Troisième lieu, la Palestine avec la question de ce qu'on appelle la protection de la France sur un certain nombre d'établissements qui pourraient être mis en cause par des négociations entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Pourquoi c'est important, cette protection héritée de l'Empire ottoman et reprise par l'État d'Israël? Parce qu'elle permet un certain nombre d'exemptions fiscales qui assurent à certaines écoles dans des régions reculées de Palestine de pouvoir rester ouvertes, tout simplement. C'est une question financière. Alors là, les choses ont l'air de rentrer dans le bon ordre et semble-t-il, l'accord entre le Saint-Siège et Israël devrait prendre en compte cette particularité. Les autres sujets qui ne sont pas d'ordre politique mais qui sont d'ordre technique, vous les avez entendus. J'en vois principalement deux. Le besoin de formation. Et partout dans la région, on voit ce même besoin de formation des professeurs et des cadres des écoles, parce qu'il y a un renouvellement de génération que l'on observe partout. Et là, l'effort, évidemment, doit être accentué. Alors, la France, vous l'avez dit, ma sœur, a des instruments pour cela. Elle a l'Institut culturel, l'Institut français, pardon. Elle a le Centre international d'études pédagogiques, le CIEP. Elle a un certain nombre d'instruments. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces instruments coûtent à ceux qui veulent les utiliser. Et donc, il y a un problème d'accès à ces instruments et à cette coopération que la France met en place. Et donc, il faut, et on y reviendra, remettre de l'argent dans le système pour que les établissements concernés puissent avoir accès à cette offre de formation qui existe, qui ne demande qu'à être employée, mais qui souvent ne l'est pas pour des raisons financières. Le deuxième défi primordial, vous l'avez aussi dit, c'est l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement francophone, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, contrairement peut-être à hier, principalement au Liban, mais ailleurs c'était sans doute très, très différent, les enfants en dehors de l'école et en dehors du cours de français n'entendent pas parler français. Et là, il y a un effort important à faire pour que la France renvoie des volontaires français. Vous savez que autrefois, il y avait beaucoup de prêtres, beaucoup de religieuses français qui étaient sur le terrain. Ils étaient accompagnés jusqu'à la fin du service national par un certain nombre de coopérants qui partaient faire leur coopération. L'état des vocations en France est celui que vous connaissez. Le service national a disparu. La montée de l'instabilité, tous ces facteurs ont fait en sorte que le nombre de volontaires dans la région s'est écroulé. Et que lorsque l'on veut envoyer des volontaires, il y a deux questions qui se posent. Une première question qui est d'ordre, je dirais, politique, c'est-à-dire la question des zones rouges du Quai d'Orsay, c'est-à-dire les endroits où on ne peut pas envoyer des volontaires, qui demanderaient à être expertisés, parce que dans un certain nombre de lieux, on peut s'interroger lorsque l'on voit des coopérants d'autres pays européens être présents, alors que seuls les Français ne le sont pas. Donc première question. Deuxième question, la question du financement du volontariat international. Et là-dessus encore, il faut remettre un peu d'argent dans la machine, sachant que ce ne sont pas des sommes considérables d'envoyer sur le terrain dans des écoles un certain nombre d'étudiants ou de jeunes professeurs.
Nous avons un très bel exemple, il a été cité tout à l'heure, c'est le réseau Barnabé, qui fonctionne avec une très belle collaboration à la fois entre l'enseignement catholique, l'œuvre d'Orient, le consulat général à Jérusalem. On voit à travers cet exemple et à travers les relations qui ont été tissées dans le temps avec les établissements concernés, que c'est ce type de réseau qui, finalement, aurait vocation à s'étendre à l'ensemble de la région, mais que pour ça, encore une fois, il manque un certain nombre de moyens. J'en viens aux propositions de mon rapport, sans revenir sur d'autres besoins qui auraient pu être évoqués, mais qui dépassaient un peu dans le cadre de mon rapport, même si je les ai évoqués. La question, monsieur le recteur, vous êtes présent et vous pourriez en attester, la question de l'enseignement supérieur et des débouchés francophones au lycée francophone. Alors, au Liban, l'université Saint-Joseph est là, mais dans le reste du Moyen-Orient, mis à part quelques sections francophones des universités égyptiennes, il y a très peu de choses, ce qui fait qu'un élève francophone qui arrive au moment du bac peut avoir tendance assez naturellement à se retrouver dans une université anglophone et à oublier en quelques années le français qu'il avait appris durant ses années d'école. Mes propositions, elles sont très simples. C'est la proposition d'avoir un fonds public-privé pour la formation et l'environnement francophone. Un fonds dont j'estime la dotation, en tout cas plutôt la dépense annuelle, à environ 2 millions d'euros par an. Quand on considère les 400 000 élèves dont il s'agit, quand on considère l'importance vitale de ce réseau, c'est un investissement dans le futur qui semble à la mesure de la France et qui ne semble pas si considérable. Ce fonds aurait pour vocation, donc comme je disais, de travailler sur les questions de formation, de payer des formations, et d'autre part, de permettre l'envoi de volontaires français dans toute la région. Il est bon et il est important que l'État français s'y investisse. Le président de la République a relancé la politique de la francophonie. Cette politique ne peut se faire sans un minimum de moyens. Et elle ne peut reposer sur les épaules des seuls Libanais, Égyptiens, Irakiens, Syriens, Palestiniens, Jordaniens, Turcs, qui aiment le français à tel point qu'ils sont prêts à se débattre, parfois dans des difficultés extrêmement lourdes, pour continuer à porter cette langue. La France doit porter sa part de l'effort. Elle le fait en partie grâce à son réseau public de lycées français, elle le fait en partie en soutenant la mission laïque française, elle le fait par l'effort de formation qu'elle consent, mais elle doit le faire en aidant le premier réseau francophone au monde, qui est celui des écoles chrétiennes du Moyen-Orient. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les choses découlent de cela. Finalement, les autres propositions prennent la suite et sont rendues possibles par la constitution de ce fonds, auquel pourraient abonder les collectivités territoriales françaises, un certain nombre d'associations, de fondations qui auraient vocation à accompagner cet effort. Avec ce fonds, nous aurions finalement, et j'en reviens à ça, la possibilité d'étendre ce réseau Barnabé qui existe en Terre Sainte, et de l'étendre à l'ensemble du Moyen-Orient et d'avancer à la construction et à la pérennité de ces liens entre les écoles françaises et les écoles du Moyen-Orient. J'ajoute que le deuxième aspect, les écoles chrétiennes du Moyen-Orient doivent mieux être connues à Paris, mieux être connues au ministère des Affaires étrangères, mieux être connues au ministère de l'Éducation nationale. Et j'ai proposé dans le rapport qu'il puisse y avoir une sorte de mandat donné à l'œuvre d'Orient et à l'enseignement catholique français par les différents secrétariats généraux des écoles, qu'il s'agisse du Liban, qu'il s'agisse de la Terre Sainte, qu'il s'agisse de l'Égypte, pour les représenter auprès des institutions françaises, pour participer à cette reconnaissance
du service public de la francophonie, finalement, qu'assurent ces écoles. Parce qu'il s'agit de ça, au fond. Pourquoi la France les aide? Parce que ces écoles portent un service public commun. Enfin, et j'en termine avec ça, je pense que le dernier aspect, qui peut vous paraître plus symbolique, mais qui me semble extrêmement important compte tenu de l'enthousiasme, de la détermination des acteurs de ces écoles à entretenir le français, à faire vivre dans leurs écoles la participation de tous, à former des élèves selon les beaux principes que vous avez décrits, eh bien, je pense qu'il faut que la France accentue sa reconnaissance, que nos hommes politiques, quand ils se déplacent dans la région, visitent ces écoles, que nos représentations diplomatiques, qui le font la plupart du temps, mais est un œil très attentif et très bienveillant vis-à-vis de ces écoles, et que la France sache reconnaître les acteurs qui, partout dans la région, se battent jour après jour pour que ces écoles assurent ce service irremplaçable qui est de tisser des liens entre notre pays et l'ensemble des pays dans lesquels elles sont inscrites. Je vous remercie. Quelques mots rapides de conclusion pour ne pas prolonger inutilement. Il nous semble d'abord souhaitable qu'on soit mis devant nos responsabilités, où la France veut avoir encore une influence dans cette région et où elle ne veut plus. Et cette francophonie n'est pas simplement le rayonnement de la France. La francophonie, c'est une communauté d'États qui pratiquent le français. Ce n'est pas simplement la France. Mais si la France elle-même n'y croit pas, comment voulez-vous qu'on progresse ? Donc il faut que les autorités françaises, grâce notamment au rapport de Charles Personnaz, soient bien mis devant leurs responsabilités. Il faut savoir ce que nous voulons. La France, les autres pays francophones, après tout, les régions francophones, la Belgique, la Suisse, le Québec pourraient s'y mettre aussi. Bien. Mais aussi l'Organisation internationale de la francophonie. Y a-t-il un membre de l'Organisation internationale de la francophonie parmi nous qui lève le doigt? Je ne vois pas de doigt se lever. Il faut dire que le siège de l'organisation est un peu loin. Elle est à l'esplanade des Invalides. C'est un peu difficile de venir jusqu'ici. Mais ça doit cesser. L'Organisation internationale de la francophonie ne peut pas continuer à ignorer ce réseau d'établissements francophones. Et nous souhaitons que l'Organisation internationale de la francophonie s'intéresse aux Français. Elle s'intéresse à beaucoup de choses, mais c'est bien qu'elle s'intéresse aussi aux Français. J'espère que cela pourra progresser, puisque le président Aoun a annoncé publiquement quelque chose sur lequel nous travaillions depuis un certain temps, c'est-à-dire la création d'un bureau régional pour le Proche-Orient de l'Organisation internationale de la francophonie, qui n'existait pas encore et qui va être créé à Beyrouth. Bon, c'est un progrès. Nous avançons, nous progressons. Nous avons donc fait 3 colloques sur la francophonie, 2 à Paris et 1 à Beyrouth. Et nous espérons l'an prochain pouvoir organiser un 4e colloque sur ce réseau des écoles en Égypte. Nous espérons que les autorités égyptiennes, nationales ou religieuses, favoriseront la tenue de ce colloque. Voilà. C'est donc un combat, c'est une urgence, c'est un service des pays concernés, ce n'est pas la mainmise de la France sur la culture locale. Voilà. Nous pensons que c'est un plus pour les populations de ces pays et que donc ça dit quelque chose de la confiance et de l'espérance que nous essayons de construire dans ces sociétés, parce que le principal besoin de ces sociétés, ne l'oublions pas en ce moment, c'est bien la confiance et l'espérance. Je vais donc demander à Monseigneur Najib s'il veut bien venir. Je suis sûr que ça vous intéressera tous. Nous ne l'avions pas tellement prévu, mais saisissons cette belle occasion qui nous est donnée pour donner la parole à Monseigneur Najib, donc archevêque de Mossoul, et qui va nous dire peut-être quelques mots, s'il le veut bien, sur son diocèse, son ministère, etc. Bonsoir à tous, et je suis ravi vraiment, Monseigneur Pascal Gollnisch, de me voir invité ici à ce lieu que j'aime beaucoup, et j'ai déjà intervenu, je crois, 2 ou 3 fois, si je me rappelle bien, n'est-ce pas Charles? Mais la francophonie, effectivement,
en Orient, en Irak, parce que je suis né à Mossoul. Dès mon enfance, on m'a fait comprendre, et c'était dans ma mémoire, c'est que parler français, c'est de dire parler la langue des oiseaux. Et pour moi, c'était quelque chose de très poétique, ça chante. Et déjà à l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à jouer de guitare. Et les premiers mots d'une langue étrangère avant l'anglais, j'ai appris à chanter en français Georges Brassens, par hasard. Et Johnny Hallyday aussi. Et voilà, Enrico Macias, et ainsi de suite. J'apprenais par cœur tout cela, et on chantait cela dans les soirées, etc., dans les bandes que j'avais, etc. Pour dire, la francophonie était émanée et née en Irak à travers les communautés religieuses. On ne peut pas séparer, et pas seulement religieuses en général, mais le catholicisme. Donc pour moi, dire francophonie et catholicisme, c'est un pléonasme. Ça va de soi. Et donc c'est important, effectivement, aujourd'hui, d'aller travailler dans ce sens-là, à travers les églises, à travers les communautés chrétiennes et aussi à travers les consulats et les ambassades, qu'ils soient au Liban, bien sûr. Toujours, c'est un pseudonyme. En fait, quelquefois, quand on parle de francophonie au Liban, quand on veut entendre le vrai français, on va au Liban. Pour nous, oui, absolument, c'était quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que tous les religieux, les religieuses, les prêtres parlaient le français. Et en Irak, les premiers francophones irakiens, c'était dans l'Institut de Saint-Jean, tenu par les dominicains, et aussi la première lettre et le premier mot imprimé en français en Irak, c'était dans l'imprimerie des Pères dominicains, qui était lithographique au début en 1857, où on a commencé à apprendre les étudiants pas l'anglais. Il n'y avait pas un mot anglais à l'époque. C'était tous des Français et aussi de l'italien, parce qu'il y avait des dominicains italiens. Pour dire aujourd'hui, la culture française également en Mésopotamie est née dans les établissements religieux, notamment les carmes, et aussi les dominicains. Les deux ont tenu la francophonie. Un exemple très simple, c'est que le plus ancien blason de l'Empire donc de Napoléon est chez nous dans notre couvent, est bien planté avec les armures, etc. Et voilà. Et donc c'est un signe que la francophonie est née également dans les établissements religieux, et c'est important. Un exemple, malheureusement, qui m'a tenu, et je dois le dire aussi, comme quoi aujourd'hui la France ne s'intéresse pas trop à la francophonie. Elle s'intéresse beaucoup à vendre des armes. Et j'ai dit à une haute dignité française, il y a à peine un mois, moins qu'un mois, qui était de passage en Irak par hasard très discrètement, je lui dis, monsieur, la chose la plus importante aujourd'hui, ce n'est pas de vendre des armes pour l'Irak et la Syrie. Il faut vendre avant tout la culture et les valeurs de la France. Et si le gouvernement français consacre et préserve au moins 5% seulement des revenus des armes, de vente des armes, on aura beaucoup moins de guerres en Orient. Et on aura beaucoup plus de gens cultivés au Moyen-Orient. Donc c'est très important aujourd'hui de penser à la culture. Et je vous assure, ce sera beaucoup moins de violence, parce que la langue française, ça s'ouvre les êtres humains les uns aux autres. C'est une langue, comme ma sœur l'a bien souligné, de salon. C'est vraiment une couche. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'elle soit une langue de base de la population. Et pour dire aussi un exemple que j'ai vécu, dans les années 92, avec un père français qui est d'Alsace, de passage chez nous, donc je l'accompagne dans les rues, dans le marché comme ça, normal. Donc les enfants en train de vendre quelque chose par terre, elle dit Américain, Américain, Américain. Tout de suite, lui, il dit non, je ne suis pas américain. I am français. I am français. Ah, français. Il se met debout, et il prend sa main et il le prend dans ses bras. Un enfant comme ça. Il dit tout de suite Enta français? Il lui dit oui. Elle dit
Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo, tout de suite. Voilà, la France est Monte Carlo. Hein. Au moins déjà. Pour dire, parce qu'ils entendaient déjà la diffusion de la radio Monte Carlo. Donc c'est très très important aujourd'hui de savoir aussi par les médias, de parler, de dire, et commencer par les gens les plus pauvres, à leur apprendre aussi la langue, et non pas seulement dans les hautes écoles qui coûtent des milliers d'euros, et ça coûte énormément, et les jeunes, les pauvres ne peuvent pas. Dans les quelques camps qu'on avait déjà durant l'embargo, il y avait plus que 1500, on a compté des jeunes et des universitaires qui voulaient apprendre le français. Et je suis allé voir au consulat, sans mentionner quoi que ce soit, sans faire de reproches, leur dire, voilà, c'est le centre culturel français quand même, c'est son travail, c'est son boulot. Je lui ai dit, pourquoi pas envoyer 1 ou 2 ou 3 personnes et faire quelques classes, et nous, les Dominicains, on est aussi prêts à enseigner gratuitement. Mais se déplacent dans les camps au lieu que tous ces jeunes-là aillent dans ce centre qui coûte de l'argent de transport. Il dit, mon père, c'est un peu difficile, et puis nous avons quelque chose seulement à vous proposer. Pour ces 1500 ou plus, c'était des enfants, des jeunes. Il dit, on va faire une réduction de 10% du coût. Mais je lui dis, gardez ces 10% pour vous, monsieur. Gardez les 10% pour vous. Ce n'est pas la peine. Et nous avons fait des classes gratuitement dans ces camps-là. Et la présence de la francophonie là-bas, comme gouvernement, c'était presque nul. Ceux qui allaient là-bas payer de l'argent sont enseignés et les autres pas. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ravi de mettre ensemble déjà le gouvernement français pour appuyer, pour un peu encourager les gens à devenir des francophones et pourquoi pas devenir des catholiques.